L'autre jour, je regardais un épisode de Orange is the New Black, et l'une des détenues de la série avait un problème. Personne dans la prison ne parlait sa langue. Il se retrouve dans une grande confusion parce qu'elle venait du Mexique mais ne parlait pas la langue que tout le monde associe à ce pays, l'espagnol. À la place, elle parlait le nahuatl. Cela m'a amené à plonger dans tout un univers de langue mexicaine et à découvrir ce qui est peut-être évident pour toute personne venant du pays, mais qui ne l'est pas forcément pour quelqu'un de l'extérieur comme moi. Au Mexique, on parle beaucoup de langues qui ne sont pas l'espagnol et qui n'ont en fait rien à voir avec l'espagnol. Attention, ne vous méprenez pas. L'espagnol est la langue nationale de facto. Elle est parlée par 90% de la population. Mais le Mexique a une population tellement importante, dépassant les 130 millions d'habitants, que même les langues minoritaires comptent de plusieurs milliers de locuteurs, voire plusieurs centaines de milliers dans certains cas. Et en fait, il existe beaucoup d'autres langues. La plupart d'entre elles sont indigènes, descendantes des langues parlées dans les différentes régions du Mexique avant que le pays n'existe et avant l'arrivée et la colonisation par les Espagnols. Aujourd'hui, il existe 68 langues indigènes officielles différentes dans le pays. La plus répandue est le nahuatl. C'est celle que parlent les femmes dans cette série, avec 1,6 million de locuteurs. Le maya yucatec compte 775 000 locuteurs. Le Zeltal en compte 589 000. Et le Tzotzil en compte encore 550 000, tandis que le Mixtec compte 526 000 locuteurs. Mais bien que ce soient les seuls 5 à avoir plus d'un demi-million de locuteurs, et que le nahuatl est le seul à dépasser 1,5 million de locuteurs, les suivants, en descendant dans le tableau, ne sont pas du tout négligeables. Il y a le zapotèque, avec 490 000 locuteurs et 10 autres langues, chacune comptant entre 100 000 et 300 000 locuteurs. Bien sûr, la majorité de ces personnes parlent aussi espagnol. Le cas présenté dans la série serait une rare exception d'une personne qui ne maîtrise que la langue indigène. Environ 10% de la population du pays est dans ce cas. À l'opposé, il y a aussi les langues indigènes les moins parlées comme l'Ixil, parlé par 117 personnes, ou le Cuicapú, parlé par 62 personnes, ou même l'Aguatèque, qui ne compte aujourd'hui que 20 locuteurs encore en vie. Cela m'a donc amené à me demander comment tant de ces langues ont survécu à l'hispanisation du Mexique et pourquoi certaines d'entre elles ont conservé autant de locuteurs, alors que d'autres ne sont parlées que par une poignée de personnes. Pour bien comprendre cela, il faut connaître les langues, et aussi qui les parle, et leur origine. L'existence de tant de langues autochtones au Mexique est bien sûr liée à l'histoire des peuples qui y vivaient avant l'arrivée des Espagnols et des autres Européens. Donc, pour les comprendre, il faut d'abord comprendre l'histoire du Mexique dans son ensemble. La période précolombienne du Mexique est vraiment très intéressante, surtout parce que le concept d'un Mexique unifié n'existait pas du tout. Ce que vous aviez, c'était un patchwork ou une collection d'anciens petits royaumes indépendants. Certains plus puissants que d'autres, certains en alliance, d'autres en guerre, et chacun parlant sa propre langue. La plus célèbre de ces langues est le nahuatl, qui était la langue du peuple mexicain, celui qui a construit la plus célèbre et la plus puissante de toutes ces cultures, l'Empire aztèque. Il était centré dans la vallée de Mexico, à Tenochtitlan. Les Mexicains utilisaient le nahuatl comme langue, mais aussi comme outil d'administration impériale parce qu'ils étaient si puissants. Ils ont conquis ou exigé un tribut de nombreux autres groupes environnants. Ainsi, le nahuatl s'est répandu bien au-delà de ses frontières d'origine et de son groupe de locuteurs initial, atteignant très loin vers le sud, et même jusqu'en Amérique centrale dans certains cas. Mais les Aztèques n'ont pas remplacé la langue des autres peuples à leur arrivée. Ils se sont plutôt installés au sommet d'un ensemble de cultures diverses. Il n'y avait aucune raison pour eux d'éliminer les autres langues. Ainsi, elles coexistaient en quelque sorte côte à côte. Cela a aussi aidé toutes les autres langues mayas à survivre. Par exemple, à l'ouest se trouvait l'Empire Purépecha, également connu sous le nom d'État Tarasque. Les Purépechas parlèrent d'une langue que les linguistes qualifient d'isola, ce qui signifie qu'elle n'a aucun lien connu avec une autre langue dans le monde. Ils étaient en quelque sorte les plus grands rivaux des Aztèques. Ils ont réussi à défendre leurs frontières.
Ils utilisaient en fait un type de métallurgie avancée. C'est assez fascinant, et c'était plutôt rare dans les Amériques. Mais quoi qu'il en soit, cela a permis à leur langue de rester dominante dans la région qui est aujourd'hui le Michoacán. Et je trouve intéressant que nous parcourions un peu le Mexique d'aujourd'hui pour comprendre où chaque ancienne culture existait et quelles langues elles utilisaient, car ce sont ces langues qui, dans de nombreux cas, survivent encore aujourd'hui. Plus au sud et à l'est, le paysage était dominé par les différentes langues mayas, qui étaient liées aux vestiges des grandes cités-États mayas classiques, que nous appelons souvent l'Empire Maya. Ce n'était pas un empire, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ils parlaient à cet ensemble de langues. Dans la péninsule du Yucatan, la langue maya yucatèque était la norme, parlée à travers une série de petits royaumes ou Kushakabalob, comme Mani et Sotuta. Il s'agissait de provinces indépendantes, qui partageaient une culture et une langue commune, mais qui étaient aussi souvent en guerre, les unes contre les autres. Pendant ce temps, dans les hauts plateaux de ce qui est aujourd'hui le Chiapas et le Guatemala, des groupes comme les Quichés et les Cachiquels, d'ailleurs je prononce probablement mal tous ces noms, maintenaient leur propre royaume, avec des langues mayas distinctes mais apparentées. Leur langue servait en quelque sorte de principal vecteur pour leurs archives astronomiques, scientifiques et historiques sophistiquées, comme le Popol Vuh, qui est une sorte de récit à la fois mythologique et historique de leur existence en tant que peuple. Puis, dans le terrain accidenté de l'Oaxaca, les cultures zapotèques et mixtèques ont créé un réseau très dense de cités-États concurrentes. Les zapotèques, centrés autour de Monte Alban et plus tard de Mitla, utilisaient différentes langues zapotèques qui font partie de la famille otomang. Et en parlant de cette famille, il est important de noter que ces 68 langues sont regroupées en un plus petit nombre de familles. Il y en a essentiellement 11. Les cités-États mayas en sont un bon exemple. Vous savez, ils ont leur propre famille. Cela signifie que beaucoup de ces nombreuses langues sont en quelque sorte mutuellement compréhensibles, ou au moins partagent un héritage commun identifiable. Cette carte nous montre où elles se trouvent. À côté des zapotèques, les mixtèques que j'ai cités étaient réputés pour leurs innovations. Ce sont essentiellement de petits royaumes, comme Tilatongo, Tutetepec et chaque roi mixtèque. Ou je pense qu'ils les appelaient Ia, régnaient sur un petit territoire, et ils avaient une version de leur propre langue, voire même une langue entièrement spécifique. Ces langues étaient utilisées dans leurs célèbres codex, ces sortes de livres pliés en accordéon, qui utilisaient une écriture pictographique pour enregistrer les généalogies et les conquêtes de leurs dirigeants. Mais à cause de la géographie très montagneuse de Oaxaca, ces petits royaumes restaient souvent relativement isolés. C'est pourquoi il existe aujourd'hui tant de variétés différentes et mutuellement inintelligibles de zapotèques et de mixtèques parlées dans ces mêmes montagnes. C'est comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a de nombreuses langues uniques, sujet déjà évoqué dans une autre vidéo. L'isolement des communautés par montagnes, forêts et rivières favorise le développement de nombreuses langues différentes. Si vous créez du contenu, ou si vous avez déjà essayé de monter une vidéo, vous savez déjà combien il faut de séquences et de matériel pour réaliser quelque chose qui vaille la peine d'être regardé. J'utilise un outil qui me donne un large éventail d'options pour raconter de meilleures histoires, aussi bien visuellement qu'au niveau du son. Et cet outil, c'est le sponsor de cette vidéo, Storyblocks. Grâce à une bibliothèque de plus de 7 millions de ressources de haute qualité créées par des humains, Storyblocks me permet de trouver facilement ce dont j'ai besoin tout en gardant le processus simple et rapide. En tant que suite d'outils créatifs tout en un, elle regroupe des séquences vidéo, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, le tout au même endroit. Donc, au lieu de passer d'une plateforme à l'autre, je peux rester concentré sur la narration de l'histoire. Ils proposent également des outils d'IA conçus pour simplifier la production. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en gardant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects grâce au plugin Storyblocks. Ainsi, le flux de travail reste rapide, simple et beaucoup plus facile à gérer. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger du contenu en illimité. C'est une manière économique de créer des vidéos soignées rapidement. Pour commencer à raconter de meilleures histoires, les vôtres, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR.
Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Et maintenant, revenons à la vidéo. Sur la côte du Golfe, les peuples Totonacs et Huastèques possédaient aussi leur propre territoire. Les Totonacs s'étaient centrés autour de villes comme El Tajin, et plus tard Simpoala, et ils parlaient leur propre langue. Ils furent parmi les premiers à rencontrer les Espagnols, et s'allièrent vite avec eux pour fuir les lourds tributs imposés par les Aztèques, mais souffrirent malgré tout de la colonisation. Plus au nord, les Huastèques représentaient un mystère linguistique assez intéressant au milieu de tout cela. Ils parlaient une langue maya, malgré le fait d'être géographiquement séparés du reste du monde maya par des centaines de kilomètres. La raison semble être qu'ils venaient simplement du même endroit il y a très longtemps, et que leur isolement géographique leur a permis de conserver ces caractéristiques linguistiques de leur région d'origine, même s'ils étaient entourés par d'autres cultures. Dans les régions du Nord, le territoire était moins caractérisé par ces immenses cités de pierre que nous associons aux Aztèques, et davantage par les nations chichimèques, un terme que les Aztèques utilisaient pour désigner un groupe de peuples nomades ou semi-nomades. Cela comprenait les Otomis qui vivaient aux marges des empires centraux. Ils parlaient une langue otomangue. Les Otomis étaient souvent utilisés comme une sorte de compagnie de guerriers mercenaires, à la fois par les Aztèques, et plus tard par les Espagnols. Et, chose intéressante, cela a aidé leur langue à persister dans les hautes terres centrales, parce qu'ils combattaient des deux côtés. Ils étaient jugés utiles par tous, et n'ont pas été conquis ni remplacés culturellement ou linguistiquement. Et pour conclure, plus au nord se trouvaient les Jaramuri ou Tarahumara, beaucoup portent des noms différents, dans les canyons du Chihuahua, et les Yaquis le long des rivières du Sonora. Ces groupes n'avaient pas de royaume au sens européen, mais étaient organisés en communautés autonomes. Leur langue appartenait à la famille Uto-Aztèque, ce qui en faisait en quelque sorte des parents éloignés des locuteurs du nahuatl au sud. C'est très intéressant. Mais quand les Espagnols sont arrivés et ont conquis ces territoires, ils ont aussi apporté l'espagnol. C'est devenu la nouvelle langue de l'administration, la langue des impôts, la langue de l'armée, ainsi que la langue de l'enseignement par la suite. En même temps, des milliers, voire des millions de locuteurs des langues autochtones ont disparu à cause de la guerre ou des maladies, ce qui a réduit le nombre de ces locuteurs natifs. Mais il n'y a pas eu assez de morts ni d'hispanisation pour qu'elles disparaissent totalement. Et c'est ainsi que l'on peut comprendre pourquoi il en existe encore autant aujourd'hui. C'est parce que le Mexique n'était pas unifié, et que ses nombreuses communautés étaient isolées géographiquement. Mais c'est la survie qui me fascine le plus. Lorsque les maladies européennes comme la variole et le typhus ont décimé les principaux établissements, les survivants se sont souvent repliés plus loin dans ce qu'on appelait la Tierra Caliente, autrement dit les montagnes reculées, où les Espagnols jugeaient trop difficile ou coûteux de les poursuivre. Dans ces refuges isolés, les langues autochtones ont aussi survécu. De plus, de nombreux groupes autochtones étaient en quelque sorte des maîtres de ce qu'on pourrait appeler une adaptation sélective. Ils adoptaient des noms espagnols, se convertissaient au catholicisme pour satisfaire les autorités coloniales, mais ils continuaient à gérer les affaires internes de leur communauté, leurs rituels agricoles traditionnels et leur vie familiale entièrement dans leur langue maternelle. C'est intéressant car des faits similaires ont eu lieu en Europe, même en Espagne précisément. Lorsque la couronne a expulsé tous les juifs ou forcé les musulmans à se convertir au christianisme, les persécutant avec l'Inquisition, beaucoup d'entre eux se sont effectivement convertis au christianisme en public, mais ont continué à pratiquer leur religion d'origine en secret, ou du moins en privé. Il en allait de même pour la langue. Parce que les Espagnols se contentaient souvent de cette démonstration extérieure de loyauté et du paiement du tribut, ils ne surveillaient pas vraiment ce qui se disait dans les foyers privés des pueblos. Et cela a permis aux langues de survivre dans la sphère domestique, transmise de la mère à l'enfant comme une sorte d'héritage que les épées espagnoles et les épidémies européennes ne pouvaient pas atteindre. Même si la population s'est effondrée, la densité de locuteurs dans des endroits comme le Yucatan ou les vallées de l'Oaxaca est restée suffisamment élevée pour que le paysage linguistique ne devienne jamais entièrement espagnol. Cela a créé une résilience culturelle qui a permis aux langues de reprendre de la vigueur lorsque les populations se sont finalement rétablies. Donc, d'accord, nous comprenons pourquoi il y en a autant. Le fait que le Mexique n'était pas unifié et l'isolement géographique de ces anciens royaumes, et nous comprenons comment ils ont survécu parce que, eh bien, les Espagnols ne se sont pas vraiment souciés de les effacer ou n'en étaient pas capables.
Mais comment sonnent-elles réellement aujourd'hui ? Comparer ces langues à l'espagnol met en évidence à quel point elles sont profondément différentes et comment elles sont liées à ces structures sociales précolombiennes spécifiques. Le vocabulaire espagnol est bien sûr fortement influencé par le monde européen et méditerranéen, avec des mots comme caballo ou trigo, qui ont été apportés par les colonisateurs. En revanche, les langues indigènes possèdent des vocabulaires hautement spécialisés pour le paysage américain. Par exemple, alors que les Espagnols ont le mot sejo pour désigner une colline ou une montagne, le zapotèque utilise différents termes selon la relation de la montagne avec la communauté et son statut sacré. En nahuatl, le mot pour désigner un dirigeant est tlatoani, ce qui se traduit littéralement par celui qui parle, soulignant que le pouvoir de leur roi reposait sur l'autorité de leurs compétences oratoires. Concernant la comparaison de mots, ces langues expriment aussi l'identité d'une manière assez singulière. En espagnol, persona signifie personne, mais dans de nombreuses langues autochtones, le mot est unique et implique souvent l'appartenance à une communauté plus large. Ou ce que l'on pourrait traduire par un véritable humain qui suit les traditions des ancêtres. Le mot pour terre en espagnol est tierra, qui met l'accent sur le sol. En mixtèque, le mot pour terre ou sol est nu'un, qui est souvent la même racine utilisée pour village et peuple, montrant que pour les royaumes mixtèques, il n'y avait aucune séparation entre le sol, la ville et les personnes qui y vivaient. Et lorsque vous comparez les langues entre elles, vous comprenez aussi qu'elles diffèrent beaucoup, même entre ces langues autochtones. Bien qu'elles partagent un espace géographique commun, elles ne sont en réalité pour la plupart pas liées les unes aux autres. Un locuteur nahuatl et un locuteur maya appartiennent à des mondes linguistiques aussi différents que l'anglais et le chinois. Ils pourraient avoir partagé un héritage commun dans le passé concernant l'origine de leurs ancêtres, mais leur utilisation par des communautés qui étaient si uniques dans d'autres aspects de leur existence, et si isolées géographiquement et politiquement, a contribué à leur évolution de manière complètement différente. Et toutes ces caractéristiques linguistiques montrent que les langues n'ont pas simplement survécu par hasard. Elles étaient les systèmes d'exploitation essentiels de ces petits royaumes et empires, conçus pour décrire un monde de montagnes sacrées, de terres communales et de lignées royales. Cela existait bien avant qu'un seul mot d'espagnol ne soit jamais prononcé au Mexique, ou même dans toutes les Amériques. Et même si l'espagnol est aujourd'hui la langue la plus parlée là-bas, beaucoup de ces langues subsistent comme preuve de l'histoire précoloniale de la région. Beaucoup d'entre elles sont en déclin. De nombreuses autres langues sont encore parlées par assez de personnes pour durer plusieurs décennies. Donc, je suppose qu'il va falloir attendre pour voir si ces vestiges linguistiques du Mexique précolombien survivront à l'avenir.